Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Carrefour des valeurs. Que pense de la toile sur laquelle Picasso est en train de peindre? Il me cache, il me tâche. Répond la toile. C'est ainsi qu'on va essayer de faire répondre à toutes ces questions autour de la toile, de l'image, à notre invité du jour, Souleymane Ndiaye, artiste. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter au public africain et sénégalais en particulier? Je m'appelle Monsieur Ndiaye Souleymane. Je suis artiste peintre. Je suis né à Dakar, grandi à Dakar. Voilà, j'ai commencé la peinture en fait bien avant l'âge adulte. J'ai commencé à griffonner dans les, comment dirais-je, dans mes cahiers d'écolier déjà. Voilà, quand j'étais très jeune. Et arrivé à l'âge, je vais dire, au niveau de mes études, j'étais en seconde, j'ai commencé mes premières expos en fait. Voilà, avec le centre culturel allemand, le Goethe-Institut allemand et tout ça. Et en même temps, je jonglais entre mes études et la peinture. Et chemin faisant, j'ai continué et puis à la fac j'ai continué à faire parce que en fait j'ai fait du droit jusqu'à la licence et après la fac voilà, j'ai eu une opportunité de venir faire mes expos en fait en France. Voilà, j'avais le choix entre soit de partir en Allemagne vu que j'étais très en relation avec le centre culturel allemand du Sénégal. Vous êtes venu en France par le biais de la... Par le biais de la peinture, et j'avais le choix entre venir montrer mon travail en France ou en Allemagne. Voilà. On va y revenir de votre parcours artistique. Aujourd'hui, on vous retrouve au salon, oui, au lancement du cahier d'activité, oui, pour retracer l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora. Oui. Quand l'art raconte l'histoire, comment l'art peut-il raconter l'histoire? Moi, je pars du principe que en fait, l'art a toujours été le vecteur, en fait, le gardien. Je dirais même plus la boussole pour toute civilisation en fait. Quand on prend par exemple une civilisation quelconque, quand on enlève l'aspect artistique, il n'y a plus de boussole. Parce que tout ce que les ancêtres ou tout ce que les anciens d'un peuple donné ont fait a été sacralisé par l'art. Voilà, on prend par exemple l'exemple des Indiens, les Mayas. Les Mayas, on leur enlève, par exemple, leur pyramide. La civilisation Maya est complètement disloquée, voilà, idéologiquement et culturellement. Voilà. Et du coup, l'art ne peut être que le véhicule pour justement canaliser et aiguiller une société donnée. Voilà. Un mot sur ce livre qu'on vient de voir de Madame Djalissa Sekhmet, qui retrace l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora, oui, mais destiné aux enfants, oui, accessible à partir de 10 ans. Comment les enfants, ici en Europe en particulier, doivent-ils recevoir l'enseignement de l'histoire de l'Afrique en fait? Surtout en France en particulier, oui, parce qu'en fait l'histoire des enfants noirs nés en France, et c'est une histoire assez, comment dirais-je, moi de mon point de vue africain, c'est une histoire assez dépourvue de repères du continent. Voilà, ils ont une méconnaissance totale de qui ont été leurs ancêtres. Voilà, parce que il faut savoir qu'en France, les enfants, dans la petite école, ils apprennent que nos ancêtres, les Gaulois, quoi, on va dire. Voilà, c'est bien d'apprendre cette histoire-là parce que en fait, c'est un respect du pays d'adoption dans lequel on vit, et puis ses parents participent à l'économie de ce pays-là. Ça, on n'en disconvient pas. Mais en fait, il y a l'autre pendant qui est complètement en fait occulté, ignoré, parfois voire même omis par l'éducation nationale française. Voilà. Et c'est notre devoir à nous, justement, fils d'Afrique qui vivons en Europe, ou bien des gens qui ont un certain savoir, qui sont nés en Europe, de la diaspora, d'essayer de corriger ou rectifier tout cela par le biais justement d'un livre comme de cet outil
du cahier d'activité qui permet à ces enfants-là, à partir de 6 ans, de savoir que leurs ancêtres n'ont pas été que des esclaves. Parce qu'il faut savoir qu'ils partent de ce postulat-là en Europe. Nous, on a la chance, nous, on est nés sur le continent, et on a la chance, justement, d'avoir nos repères, de connaître qui est Lat Dior, de connaître qui est Albouri, de connaître qui est Samori, de connaître qui est Koli Tengala, de connaître l'histoire, par exemple, des femmes de Nder, de connaître notre patrimoine génétique, quoi. On est informé de la vraie histoire de l'Afrique. Ces enfants, ici, n'ont aucun moyen de connaître ces histoires-là si nous, on ne joue pas le rôle de transmetteur. Surtout quand on entend parler l'ex-président, leur président Sarkozy, qui vient en Afrique, voilà, qui dit que l'Afrique n'est pas assez entrée dans l'histoire. Moi, il me fait rigoler, quoi. Parce que là, je rigole. Déjà, je me dis, comment on peut être président et être aussi ignorant, historiquement, ne pas connaître l'histoire de l'Afrique, sachant que les pyramides, voilà, cette merveille qui est là, qui illumine et puis qui montre toute sa grandeur, se situe dans le continent africain. Et voir Sarkozy débarquer en grande pompe, expliquer aux Africains que l'Afrique n'est pas assez entrée dans l'histoire, c'est juste ironique, quoi. Voilà. Et moi, ça, je le prends, bon, soit on le prend au premier degré, on s'énerve, ou on le prend au second degré, et on en rigole, et on se dit tout simplement que ce gars-là, il connaît pas, il ferait mieux de retourner à l'école et réapprendre l'histoire, quoi. Exactement. Voilà. Revenons à l'art. Comment la passion de la peinture est née chez vous? La passion, je dirais en fait, c'est pas un mérite chez moi, parce que moi, je crois à certaines choses qui dépasse le cartésien, c'est-à-dire l'esprit cartésien tel que l'Occident nous le fait comprendre. Moi, je pense que je suis né avec cette prédisposition, en fait. Parce que très vite, très tôt, dès le bas âge, j'ai compris que je savais faire ça. Voilà, je savais le faire, c'était en moi, je le ressentais. Au contraire, ce qui m'étonnait, c'était de voir que les autres, les gens me disaient qu'ils ne savaient pas dessiner, par exemple. Moi, je croyais qu'ils se moquaient de moi. Pour moi, ça coulait de source. C'est comme quelqu'un... courir, c'est naturel chez l'être humain. Voilà. Moi, dessiner, c'était comme courir. Je voyais ça, en fait, comme quelque chose que tout le monde pouvait faire, quoi. Vous pensiez que c'était un don commun. Voilà, à l'espèce humaine. Voilà. Et petit à petit, j'ai compris qu'en fait, c'est moi qui avais quelque chose d'assez particulier, un don divin, et c'est là où ça devient intéressant, parce qu'on a toujours voulu me faire aller apprendre quelque chose que je savais déjà faire. C'est-à-dire les gens qui voyaient que j'avais cette prédisposition, ils me disaient tout le temps, il faut que tu ailles aux Beaux-Arts, il faut qu'on t'inscrive aux Beaux-Arts. Et moi, j'ai écouté ma voix intérieure, j'ai dit, comment je peux aller apprendre quelque chose qui est déjà en moi? Il faut juste que je laisse cette chose grandir. Voilà, et c'est comme ça que je ne me suis pas trahi, j'ai pas trahi cette chose qui était au fond de moi et qui devait grandir, parce que je savais que ça devait grandir, comme quand on est petit, on est de petite taille, et plus voilà, naturellement, on va grandir, les os vont s'allonger, et on va grandir et devenir une grande personne. Voilà, cette logique-là, j'ai suivi cette logique-là, et voilà, ça m'a jamais trahi, ça a toujours été là, et jour après jour, ça grandissait, et ça prenait certaines proportions, quoi. Et paradoxalement, je ne sais pas si c'est paradoxal, vous avez fait une formation en droit. Oui. Aujourd'hui, en quoi le droit vous a-t-il aidé dans votre démarche artistique? Dans ma démarche artistique, je ne dirais pas que le droit, peut-être ça me sert pour pouvoir... voilà. Si je peux dire que le côté positif de l'avoir fait, ça me permet aussi d'élaborer les contrats que je dois signer avec des gens, on va dire. Voilà, ça me permet au moins administratif. Mais dans le domaine de l'art, il n'y a pas de lien, il n'y a aucun lien. De toute façon, moi personnellement, je n'associe pas l'intelligence avec l'école. Pour moi, l'intelligence n'a rien à voir avec l'école. Voilà. Et ça, je pense que c'est comme ça que le colon a voulu, justement, et a réussi à nous faire croire que l'intelligence et l'école allaient de pair. Parce que c'est un but. Du coup,
toute personne qui ne va pas à l'école, n'est pas intelligent. On l'exclut de la famille de l'intelligence. Voilà, on l'exclut. Or que parfois, on met de côté des génies. Il faut savoir que les génies n'ont jamais aimé l'école. Très souvent, ils ont été des cancres, très souvent. Parce qu'en fait, le fait de réduire leur raisonnement ou bien leur esprit à la classe, ça ne leur suffisait pas. Il fallait qu'ils puissent s'échapper de là. Et du coup, ils s'ennuyaient un peu à l'école. Donc l'intelligence, pour moi, l'école, on prend de la connaissance. C'est-à-dire l'école, c'est plus la mémoire qui travaille que l'inspiration. L'école ne crée pas l'inspiration. Et pour moi, l'intelligence, c'est justement l'inspiration. On te met dans une nouvelle situation dans laquelle tu n'as jamais été. Et par exemple, la personne arrive à s'adapter et à reconstruire ou déconstruire et reconstruire. Pour moi, c'est ça l'intelligence. Et ça, on ne l'apprend pas très souvent à l'école. À l'école, on nous apprend à être des administrateurs. On nous apprend à être des fonctionnaires. C'est-à-dire, en fait, il y a un dogme qui est là. Et tout le monde doit suivre ce dogme. On nous forme pour servir. L'école forme pour servir. Mais l'école ne forme pas pour s'émanciper de toute forme de Est-ce que vous voulez nous dire qu'il faut canalisation. être un dissident pour être un bon artiste? Si je parle de dissidence, en fait, c'est de la démarche classique Oui. que passe tout le monde, en fait, pour être un bon artiste. Oui, pour moi, c'est fondamental de ne pas rentrer dans des cases. Parce que si on rentre dans des cases, par exemple, moi j'entendais certaines personnes qui se disent connaisseurs, érudits en matière d'art, ils disent que ceci se fait en peinture, ceci ne se fait pas. Pourquoi ça ne se ferait pas? Du moment que ça crée de l'émotion chez les gens et du moment que ça touche les gens. L'art, le premier but de l'art, c'est justement de toucher, d'émouvoir les gens. Voilà, si ça émeut les gens, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire. Voilà. Et cette vision, quelqu'un qui a suivi une carrière, comment dirais-je, et des études artistiques, aura du mal, je ne dis pas ne pourra pas, mais aura du mal à avoir cette vision un peu panoramique des choses. Vous avez votre propre expression picturale. On voit la plupart de vos œuvres, en fait, c'est plus une représentation des figures emblématiques noires. Oui. Est-ce un choix? Oui, exactement, c'est un choix. Et c'est un choix qui a un coût aussi. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier que je suis artiste sénégalais vivant en France. Il y a certaines personnes, les peindre ici, ça ne t'ouvre pas toutes les portes. Parce que, en fait, par exemple, je prends des exemples. Malcolm X, par exemple, c'est un personnage que en France, autant parler de Martin Luther King que de parler de Malcolm X, quoi. Parce que Malcolm X, déjà, il a été persona non grata en France. Il est déjà venu en France, mais on l'a refoulé à l'aéroport. Il n'a pas pu rentrer dans le territoire français, il faut le savoir. Et par exemple, un personnage comme ça, pour moi, c'est un personnage illustre de la diaspora noire qui s'est battu et justement qu'il a payé de sa vie pour l'amélioration des conditions de vie des Noirs aux États-Unis. Voilà. Et cet homme mérite d'être dans notre panthéon, on va dire, à nous. Et peindre des figures emblématiques, pour moi, c'est même un sacerdoce. Parce qu'à un moment, si nous, Africains, nous ne racontons pas notre histoire et nous ne mettons pas en valeur nos propres mythes et nos illustres personnages, qui le fera? Qui le fera? Et si quelqu'un d'autre, justement, décidait de le faire, est-ce que cette personne ne trahirait pas l'âme de ces gens-là? Parce que c'est comme, en fait, aujourd'hui, nous les Africains, nos manuels scolaires ne sont pas écrits par les Africains. Et du coup, quelque part, c'est celui-là même qui est venu à servir l'Africain, qui raconte l'histoire de l'Africain. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Chaque personne, on respecte les autres peuples, mais chaque personne se doit de raconter sa propre histoire via maintenant plusieurs formes, sous la forme d'art. D'ailleurs,
par moment, je me suis rendu compte que je faisais plus de l'histoire que de l'art. Parce que je fais des expos, des vernissages, des enfants, des petits blonds, parfois, qui voient par exemple le tableau de Thomas Sankara, par exemple. Je prends Thomas Sankara, un petit garçon, une fois, est venu me demander un petit blond, un petit français. Et il était là devant le tableau. Je m'approche par curiosité, parce que ça m'interpelle de voir un petit blond devant Thomas Sankara qui se pose mille et une questions. Et je le regarde, il se retourne vers moi pour me dire, pardon monsieur, c'est qui ce parachute? Vous voyez, nous, la tenue de Thomas Sankara comme tenue militaire déjà, quand on regarde Thomas Sankara, limite nous, on ne le voit plus. On voit l'homme qu'il est. Et il m'a rappelé qu'il avait une tenue militaire, un treillis. Exactement. Et à partir de là, j'ai fait de la pédagogie et je lui ai expliqué un tout petit peu qui était Thomas Sankara et qu'est-ce qu'il a fait. Mais ce genre de tableau, par rapport à d'autres, c'est pas commercial en fait, ça se vend pas. Sur le plan international, vous rencontrez pas mal de soucis. Ça peut se vendre, mais les gens sont frileux. Les gens sont frileux d'acheter certaines toiles, il faut le dire, à l'heure actuelle. Parce que justement, certaines toiles ont une certaine connotation en fait. Parce qu'on vit maintenant en ce moment dans une société où vite fait on est catalogué quoi. Par exemple, peindre je vais même au-delà des personnages africains. Par exemple, peindre Hugo Chavez. Acheter le tableau d'Hugo Chavez, il y a des gens, ils voudraient, mais ils ne pourraient pas parce qu'ils se disent, est-ce que ça ne m'éloignerait pas de mes relations, de mes amis, ou si mon patron le sait, qu'est-ce qu'il va penser de moi, quelle idéologie je porte et tout ça quoi. Voilà. L'art contemporain africain a du mal à prendre son envol dans le marché occidental. Pour vous, qu'est-ce qui expliquerait ce retard? Je dirais tout dépend de ce qu'on entend par contemporain déjà. Voilà, et je dirais qu'en fait, c'est la même idée. C'est-à-dire, en fait, en Occident, je sais pas si c'est voulu par les Occidentaux ou si c'est juste par mimétisme, parce que d'autres l'ont fait, moi aussi je le fais. Ils préfèrent l'art folklorique africain, c'est-à-dire l'art qui ne porte pas de message. D'ailleurs, c'est la naissance de l'art contemporain. L'art contemporain, c'est un fourre-tout. Quelqu'un peint son tableau et vous dit, vous regardez et ce que ça vous inspire, c'est ça. Là, je dis que l'artiste s'éloigne un peu de sa mission, quoi. Parce qu'un artiste, je pense que... Oui, je vais insérer une question, en fait. Quel doit être le rôle de l'artiste, en fait? Le rôle de l'artiste, l'artiste, c'est un porte-flambeau, c'est le porte-flambeau du peuple. Si vous regardez bien, partout où il y a eu des dictatures, aussi bien dans les pays de l'Est, l'ex-Union soviétique, si on prend par exemple l'histoire des nazis en Allemagne, dès qu'une dictature se met en place, la première chose qu'elle fait, c'est brûler les livres, chasser les artistes, parce qu'ils savent que les artistes, ce sont les porte-flambeaux, en fait, d'une éventuelle révolution qui pourrait naître, parce que les artistes sont les yeux de la société. Voilà, c'est le troisième œil, c'est-à-dire l'œil intérieur. Parfois, le peuple a du mal à détecter certaines anomalies ou certaines choses qui ne sentent pas bon, et les artistes sont là et via leur art justement montrer ces signes qui peuvent mener à une certaine forme de dictature, ou dénoncer par exemple des tortures, dénoncer comment dirais-je, une oppression, tout ça. Le rôle de l'artiste, c'est ça. Pour moi, je ne peux pas m'imaginer être un artiste et dessiner, et faire quoi, peindre que des choses qui ne veulent rien dire. Pour moi, ça, c'est de la décoration, c'est pas de l'art. Ça, c'est de la décoration. Son appréciation par rapport à cette œuvre. Je n'en disconviens pas. Mais vous me posez la question. moi, je vous donne ma version. Voilà. J'essaie de vous donner, en fait, ma vision par rapport à l'art. Loin de moi l'idée de dire que, en fait, ma vision de l'art est la bonne. Maintenant, après, c'est à vos téléspectateurs de voir, en fait,
Voilà, s'ils ont besoin de décoration monde Ikea, bah, ils peuvent aller vers les artistes, par exemple, qui donnent pas de message. Quel est aujourd'hui le sens de l'image manuelle par rapport à toutes ces images technologiques, volatiles et parfois éphémères? Éphémère, ça me rappelle, j'avais justement participé à une émission une fois et les auditeurs, en fait, ils posaient des questions et il y a un jeune français qui m'avait posé la question, est-ce que j'utilisais en fait, les nouvelles technologies pour dessiner? Moi, je lui avais répondu tout simplement non, parce que moi, je crois que l'art s'éloigne de lui-même si l'art doit passer par le robot ou la machine pour être exercé. L'art, c'est ce que... en fait, l'art, c'est un défi pour l'homme pour s'approcher des dieux. C'est-à-dire... C'est sans prétention ce que je dis. C'est-à-dire l'homme essaie par lui-même de se transcender. Doit montrer jusqu'où, en fait, sa transcendance, jusqu'où il peut se rapprocher du divin sans triche. C'est-à-dire, je vais être un peu plus clair, par exemple, se faire aider par un ordinateur pour faire un dessin plus ou moins parfait. Ça, pour moi, c'est pas de l'art. C'est pas de l'art. Pour moi, l'art, c'est quoi? Ce que l'homme fait par lui-même. C'est-à-dire, une personne prend son crayon. Un crayon à la base, limite, on croirait qu'un crayon ne peut pas créer un miracle, mais il suffit que les doigts d'un homme, la création du bon Dieu, touchent pour permettre à cet outil de pouvoir faire quelque chose qui peut nous émouvoir. Et le rôle de l'art, c'est ça. C'est comme un chanteur, le micro est là. Le micro sans le chanteur, c'est juste un outil, mais avec son micro, avec une voix simple, pas synthétisé ou voilà tout ce qu'on peut faire maintenant avec la technologie justement. Voilà, trahir les voix ou bien embellir les voix ou enlever, voilà. Et avec tout ça, avec un simple micro, l'être humain est capable de se transcender par lui-même et se rapprocher du divin. Voilà. L'artiste doit toujours être fidèle avec son pinceau, son crayon. Exactement. Les choses basiques. Voilà. L'art, c'est ça. Depuis que l'homme est dans les grottes, il dessine, par exemple, il peignait sur les murs. Et ce que la machine... D'ailleurs, je suis persuadé que, par exemple, vous verrez un homme qui fait une œuvre d'art accompagné d'une machine, et vous verrez quelqu'un qui fait les choses par lui-même, vous serez plus attiré par la personne qui fait les choses par lui-même que par l'autre qui fait à l'aide d'une machine. Bien sûr, par rapport à l'autre côté, c'est plus de l'infographie. Exactement, voilà. Exactement. Giovanni Lista, un peintre italien, futuriste, considère la peinture comme un acte révolutionnaire, une contestation d'avant-garde face à la culture dominante. Quelle doit être la place de l'engagement dans la peinture ou dans l'art, dans le cadre général? Dénoncer, se rapprocher de la vérité, c'est ce que je pense. C'est dur, hein? C'est dur. Parce que, en fait, quand j'étais plus jeune, je croyais que les hommes disaient la vérité. C'était la chose la plus partagée pour moi, en fait. Et plus on grandit, et plus on se rend compte que le monde parfois marche sur la tête. Il y a des choses anormales, il y a beaucoup de choses que les gens vivent au quotidien qui auraient pu être beaucoup plus simples. Peut-être c'est mon côté utopique qui parle, mais je pense que l'homme doit manger à sa faim. Bah, peut-être je suis naïf, mais ça je le pense profondément. Quand je vois un homme qui ne mange pas à sa faim, parce que d'autres l'ont décidé, mais on ne peut qu'être choqué et révolté. Et quand on est artiste, on exprime son engagement par rapport à ce type de situation. Voilà. Et l'artiste, son rôle, c'est ça. L'artiste, il doit, pour moi, en tout cas, et pour Giovanni aussi, l'artiste doit toujours avoir une bonne raison de peindre.
Okay. Voilà. Quel regard portez-vous sur l'art plastique sénégalais? L'art plastique, je trouve qu'au Sénégal, il y a beaucoup de talent. Il y a beaucoup de talents, divers d'ailleurs, dans la sculpture, dans la peinture. Il y a beaucoup de talents. À chaque fois que je me rends au Sénégal, je suis impressionné par le travail artisanal. Mais le problème c'est quoi en fait? Vu que c'est un peu l'art marchand. Les gens peignent. Parce que aussi, bon, il y a la conjoncture qui fait, ça, le rejet aussi, parce que ça, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler. Voilà, être artiste n'est pas très bien vu en Afrique. Moi, je l'ai vécu. Au Sénégal, être artiste, les gens, voilà, c'était pas, ils préféraient qu'on soit footballeur qu'artiste, quoi. Voilà. C'est pas bien compris. Bon. Je le crois profondément et je peux travailler avec vous sur cette analyse-là, justement, et approfondir un peu. Il y a beaucoup d'artistes en fait qui sont de grandes personnalités quand même. Par exemple Ousmane Sow, Khalilou Kassé, entre autres, c'est des dizaines et des dizaines. Oui. Ils sont connus partout dans le monde. Oui, mais qui leur ont permis, qui leur ont donné cette vitrine? C'est pas que de leur travail. Et puis qui leur ont donné cette vitrine, tant mieux pour eux. Et vive l'art quand les gens arrivent à émerger et se faire leur place. Mais qui leur a donné cette légitimité? C'est pas le peuple sénégalais. C'est l'histoire du fils prodigue. C'est-à-dire, cette personne, on prend l'exemple d'Ousmane Sow. Ousmane Sow, s'il n'était pas sorti de l'Afrique, l'Afrique ne l'aurait pas connu, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il faut toujours que l'Occident valide les gens pour que le retour au pays soit triomphal. Pourquoi toujours cette démarche? Un artiste doit pouvoir rester dans son pays, vivre dans son pays et qu'on juge son travail honnêtement, intellectuellement, d'une manière très intellectuelle et très honnête, et lui permettre de vivre sa vie d'artiste sans avoir besoin de sortir de son pays. Peut-être en fait c'est juste la conception qui n'est pas pareille, parce que si on prend l'exemple de la personne que vous venez de citer, Ousmane Sow, oui. Peut-être en fait il y a un retour économique important sur ses œuvres. Exactement. C'est la raison pour laquelle peut-être c'est connu, mais ça ne veut pas dire que les Africains l'ont méconnu, non? Oui, en fait, les Africains, franchement, moi personnellement, je prends mon exemple. Moi, Ousmane Sow, je l'ai connu en tant que fils d'Afrique. Je l'ai connu quand il a fait son expo à Paris. Sur, je ne sais plus c'était sur quel pont il avait exposé ces figures majestueuses qu'il avait exposées à Paris. C'est par ce biais-là que j'ai connu Ousmane Sow. Mais quand Ousmane Sow était au Sénégal, qui trimait dans son savoir-faire et qui avait du talent, mais on lui avait pas donné cette tribune. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage qu'il faille sortir de l'Afrique. Comme toujours, avoir un diplôme en Occident vaut mieux qu'avoir un diplôme au pays. C'est un peu le même principe en fait. Et ça, ce complexe-là, à un moment donné, il faudra qu'on cesse de le pratiquer et savoir voir sans avoir besoin de l'aval de l'Occident pour pouvoir justement juger par nous-mêmes les choses en tant que telles, quoi. Quels sont vos projets pour le Sénégal en matière de collaboration, d'exposition, de vernissage? Bah justement, là je vais retourner au pays là dans pas longtemps et je compte justement me reconnecter avec l'art africain, l'art sénégalais, et j'ai des contacts là-bas et je compte travailler avec eux. Et plus tard, j'aimerais, par exemple, les figures dont on parle, qu'on arrive à avoir, c'est-à-dire des espaces comme des musées, où on exposerait par exemple nos illustres personnages. C'est une façon de leur rendre hommage et de sacraliser notre histoire. Parce que justement, ce qui manque à l'Afrique un peu, c'est en fait le manque de considération des grands hommes
des hommes qui ont vraiment, qui se sont battus. En fait, ils n'ont pas été reconnus vraiment. Et quand je parle des grands hommes, je ne parle pas des grands hommes qu'on nous a un peu imposés, quoi. Imposés. Par exemple, pour moi, Moussa Ngom, c'est un grand. Et Moussa Ngom, je ne crois pas que de son vivant, on les considérait comme, peut-être inconsciemment, mais en fait, on leur donne pas, je rappelle juste qu'ils mettaient 2 chaussettes différentes. Et la raison pour laquelle, par exemple, ils mettaient les 2 chaussettes différentes, c'était quoi? Vous savez? Sénégal-Gambie. Sénégal-Gambie. Et il disait le jour où le Sénégal et la Gambie feront un, je mettrai des chaussures et des chaussettes de la même couleur. Et symboliquement, c'est fort. C'est fort. Quand on parle aujourd'hui du panafricanisme, quand je vois les jeunes Sénégalais qui font des marches en ce moment pour parler de l'unité de l'Afrique, je me dis, dans les années 80, il y avait un gars qui s'appelait Modestement, un gars qui avait une belle voix, qui chantait des chansons qui me touchent encore aujourd'hui, tels que artistes, tels que Banjoul, ces chansons-là, Kamalimba, tout ça. Et ce gars-là, il a toute sa vie œuvré pour ça. Et n'a pas été reconnu. Personne ne l'a reconnu, voilà. Et il a toute sa vie vécu comme une modeste personne. Jamais il a fait dans le voyez-moi, toujours modeste, mais avec un grand esprit. Et moi, ça, j'appelle ça un grand homme. Voilà. Et c'est des hommes comme ça, en fait, ces fils d'Afrique-là, il faudrait que nous puissions avoir justement nos endroits où justement les illustrer, et puis que nos enfants puissent aller dans ces endroits, ces musées, et visiter, et puis se reconnecter avec le passé, parce que c'est important. Voilà, quand on commence à poser ce postulat, dans 50 ans, les enfants qui n'auront pas connu, certains qui ont œuvré pour l'Afrique, pourront le découvrir à travers des expos, à travers des choses comme ça. Parce qu'un peuple a besoin de sacraliser son histoire et ses hommes illustres. Bien sûr. Un mot sur la caricature. On le rappelle, vous êtes caricaturiste, oui, en fait. Oui. Là, on vire de la caricature au blasphème, pour certains un pays comme le nôtre, le Sénégal. Oui, oui. Quelles doivent être les limites, en fait, de la caricature? Les limites de la caricature. Pas que ça bascule dans le blasphème, qu'on appelle. Oui. Moi, je dirais que, en fait, ça continue toujours, c'est un peu la même histoire. C'est-à-dire, en fait, avant, si on regarde bien, il y avait Samba Fall avant au Soleil. C'est un grand qui faisait des dessins très drôles et tout ça, mais jamais il était question qu'il fasse par exemple, du blasphème ou des trucs. En fait, on calque toujours, en fait. Ce qui se passe en Occident, on veut toujours le transporter, en fait, en Afrique. Et parfois, ça colle pas parce qu'on n'a pas les mêmes cultures, on n'a pas les mêmes mœurs. Voilà. Et même en France, ça fait un tollé avec l'histoire de Charlie Hebdo. Parce que moi, ça, je l'ai un peu vécu aussi indirectement, parce que je connais des gens qui travaillaient chez Charlie Hebdo qui sont décédés. Wolinski, par exemple, il faisait un même salon que je faisais, la salon de Saint-Just-le-Martel. C'est dans le Limousin. Et moi, je fais ce salon, et lui, il y venait. Il y est même venu l'année de sa mort, je pense, oui. Et il y avait une autre fille, la fille, justement, que les deux personnes avaient interpellé dans la rue pour qu'ils leur fassent le code. Voilà, cette fille-là, je la connais personnellement. Voilà. Et parce qu'on a fait des salons ensemble, voilà. Et durant cette période, il était question que les gens, tout le monde était Charlie, quoi. Tout le monde était Charlie, et moi, la ligne éditoriale de Charlie, je l'ai jamais partagée, parce que c'est bête et méchant. Pour moi, c'est pas de l'humour. C'est pas de l'humour. L'humour, c'est quoi? Faire rire les gens, habilement faire rire les gens, sans blesser les gens. Voilà, sans être dans tout ce qui est... Déjà, les religions, on a tellement tapé sur les religions que maintenant, c'est bon d'aller voir ailleurs, quoi. D'aller voir ailleurs, parce que c'est comme, en fait, tirer sur une ambulance, quoi. Voilà. Aujourd'hui, les religions servent de gage à ces gens qui se disent laïcs pour pouvoir, justement, se faire un nom.
Tu vois, c'est valable en Europe et aujourd'hui je vois que ça se déporte justement dans les caricatures en Afrique. Où justement, récemment d'ailleurs avec l'histoire de Serigne Touba, avec l'histoire de Jeune Afrique et tout ça, j'ai vu ça et je me suis dit, bah voilà, c'est une dérive parce qu'il ne faut pas confondre semer la zizanie et liberté d'expression ou courage ou témérité. Voilà, parce que ça sert à rien. Parce que bon, il y a nous on a nos mythes fondateurs. Il n'est pas question que l'Afrique accepte à quiconque de venir salir nos mythes fondateurs. Voilà. En France, on dit que la liberté d'expression, par exemple, est effective, mais moi je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce qu'il y a des gens qu'on n'attaque jamais. Même l'exercice de cette liberté est régi dans un cadre strict, légal même. Exactement, voilà. Exactement. Donc ça veut dire que la liberté d'expression, c'est un mythe. Voilà. C'est un mythe. Il y aura toujours, d'ailleurs, un grand philosophe français disait, dis-moi de qui je ne peux pas parler et je vous dirai qui a le pouvoir. Ça résume tout. Et ça résume tout. Ça résume tout. Combien de temps passez-vous pour réaliser une œuvre d'art? C'est une bonne question parce que tout dépend. Par exemple, un tableau, je vais dire un tableau comme un tableau de Thomas Sankara. En fait, il me faut, je pense, une petite semaine, quoi. Une petite semaine, ouais, une petite Juste semaine. Ce tableau-là, il faut une semaine. Une semaine, ouais. Parce qu'en fait, il y a un travail en amont qui se fait. Déjà, il faut croquer le personnage, le sortir avec le crayon. Et après l'avoir sorti, il faut regarder les proportions parce que en matière de peinture, le plus important, c'est même pas le dessin, c'est l'équilibre du tableau, les proportions respectées. Parce qu'un être humain, le corps est proportionnel. L'inclinaison, par exemple, là je suis un peu adossé avec mon coude et là mon corps est un tout petit peu embillé et quand on dessine quelqu'un qui est dans cette posture, il faut respecter ce mouvement du corps et c'est ça qui est le plus dur en matière de peinture. Et d'ailleurs en peinture, ce qui est intéressant en peinture, ce sont les choses fugaces que l'œil du profane n'arrive pas à observer en fait. Un mot sur cette question-là, parce que nous tous on a été un jour profanes. D'habitude, on voit un tableau. Est-ce qu'il faut un troisième œil pour pouvoir décortiquer ce qui est derrière ce tableau? Parce que, en fait, les artistes, ils partent du principe que chez les adultes, ce qui n'est pas dit est plus important que ce qui est dit. Et c'est vrai. Ouais. Et c'est vrai. Un adulte, quand il parle, par exemple, je prends un politicien quand il nous vend son discours politique. Est-ce que c'est le discours qu'on entend qui est important ou ce qu'il sous-entend? L'être humain, c'est là où est sa complexité. Par moment, on se demande même si l'être humain communique pour dire ce qu'il pense ou pour cacher ce qu'il pense. Et l'art, vu que la peinture, c'est un art muet, c'est-à-dire, c'est pas comme un spectacle vivant, faire du théâtre, on entend les acteurs parler. Et donc, tout est dans le langage. Mais là, le langage est exclu dans l'art, la peinture. Et du coup, il faut savoir observer. Il faut savoir observer et regarder un tableau. Parfois, il y a une mise en scène dans un tableau qui peut en dire long sur le tableau. Mais ça, un œil profane, comme vous dites, si vous n'êtes pas concentré, vous n'accédez pas au tableau, en fait. Je ne sais pas si c'est de la concentration. Juste une anecdote, parce qu'un jour, je suis parti avec des enfants au musée du Louvre. Oui. On contemplait la Joconde de Léonard de Vinci, avec beaucoup de personnes. Mais il y a un enfant qui m'a demandé qu'est-ce qu'on regarde de cette photo. Moi-même, je pouvais me le demander en fait. Qu'est-ce qu'il y a de... Qu'est-ce qui fait venir plus de 30 000 personnes par jour à contempler ce tableau-là? C'est pour ça qu'il faut un troisième œil. C'est pour ça que c'était la raison de ma question. Voilà. Tout le monde n'a pas accès à ces images. Non. Et puis moi, j'irais même plus loin. La Joconde, elle a sa complexité. Ça réside aussi dans le contexte dans lequel on l'a dessinée, qui l'a peint. Il y a un côté mystérieux de la Joconde. Ça, je vous l'accorde. Mais il y a des tableaux beaucoup plus parlants, des scènes.
par exemple des scènes de vie que par exemple Delacroix a peint, c'est un autre grand artiste, des scènes de vie que par exemple Rembrandt il a peint, c'est un peintre hollandais, des scènes de vie aussi que Courbet, Gustave Courbet a peint, et ces tableaux là il faut les décortiquer parce que c'est comme en fait dans une scène de crime. Dans une scène de crime, apparemment pour un profane, parce que l'intelligence est dans l'extrêmement grand, l'infiniment grand et l'infiniment petit. C'est-à-dire les choses infimes, on peut les faire parler. Et l'art, en fait, le but de l'art, c'est ça, en fait, pousser les hommes à sortir de la parole et à percevoir ce qui n'est pas dit. Et le corps parle, l'expression, le corps a une expression. Il y a des gens, ils se tiennent d'une certaine façon, tu sais s'ils sont heureux ou s'ils sont mécontents. Et tout ça, ce sont des langages en fait. Et c'est comme dans une scène de crime, quand les policiers viennent, ils encerclent par exemple l'endroit. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là avec des trucs miniatures, chercher un bout de tissu par ici, un cil par là. Et tout ça, après, ils vont les faire parler. En fait, on les recoupe et après, ça donne un résultat. Ça nous donne une idée de qui était là, qui n'était pas là. Et la scène de crime, par exemple, une personne reçoit une balle. La balistique peut déterminer la personne. En regardant en fait l'entrée de la balle et la sortie de la balle, la balistique peut arriver à savoir si la personne qui a tiré était plus grande que la personne qui est atteinte ou plus petite. Et tout ça, c'est dans l'infiniment petit, parce que justement, il faut étudier, il faut faire des calculs géométriques et toutes ces choses-là. Et ce genre de langage, par exemple, existe aussi, ce genre de code existe aussi dans la peinture. Comment la valeur d'un tableau est évalué? La valeur d'un tableau, aujourd'hui, franchement, tout ça a été biaisé par les marchands d'art. Parce qu'il faut savoir que l'art aujourd'hui c'est un instrument aussi. Les gens, surtout l'art contemporain, dont on parlait au début de l'émission, l'art contemporain, en fait, choisit ses artistes et les mettent en valeur, quoi. Et il suffit qu'une personne aisée achète un tableau très cher. Ce tableau, celui qui va le racheter par la suite remettra toujours un peu plus d'argent et ça devient une bulle financière un tout petit peu, quoi. C'est pour ça en fait aujourd'hui. Il n'y a pas un système de cotation fixe en fait. Il n'y a pas. Si ça existe, mais en fait. Qui le détermine? Le problème, il est là. Qui le détermine? Est-ce que ce sont les gens? C'est comme en politique. On nous impose un homme politique et on a l'impression de l'avoir choisi. Oui. Exactement. Vous voyez ce que je veux dire, quoi? On nous impose un tableau et on a l'impression que, en fait, on aime le tableau, nous. Parce qu'en fait, c'est les autres qui nous l'imposent. Et qui sont ces autres-là? C'est une élite, quoi. Très souvent, c'est une élite qui ne libère pas qu'est-ce qu'on doit aimer ou qu'est-ce qu'on doit... qui doivent nous dire qu'est-ce qu'on doit aimer et qu'est-ce qu'on ne doit pas aimer. Et du coup, ça biaise le débat et ça donne de la valeur là où il n'y a pas de valeur. Il y a du copinage, voilà, un ministre ou bien une personne, un mécène, il a son artiste, il peut le mettre en valeur, en rehaussant le prix de sa peinture. Et ça biaise vraiment en fait le marché de l'art. Mais par contre, il y a des tableaux qui ont des valeurs parce que justement un tableau s'inscrit dans une histoire. Pour moi, un tableau on ne peut pas exclure un tableau du contexte dans lequel il a été fait. C'est ça qui lui donne sa valeur pour moi. Okay. C'est-à-dire l'artiste doit être en adéquation avec son époque. Okay. L'artiste, c'est un transmetteur. Pour moi, si l'artiste est un transmetteur, il doit toujours être en adéquation avec, quitte à prendre des risques. Par exemple, dénoncer des choses passées, ça a moins d'impact que dénoncer des choses de son vivant. Parce que ça a des impacts. On peut se retrouver contre les puissants. Bien sûr, bien sûr. Vous travaillez avec une galerie?
Non, pas particulièrement une, mais je travaille parfois avec des galeries, quoi. Des galeries, voilà. Et j'ai travaillé à Paris avec Étienne de Gauzan, qui est une galerie qui se trouve à la rue de Seine, à Paris. J'ai travaillé avec un libraire aussi qui fait galerie de l'autre côté de la rue, Monsieur le Prince. J'ai fait des expos dans des hôtels aussi en France et en Allemagne. En Allemagne, j'ai fait beaucoup d'expos parce qu'en fait, les Allemands, ils sont friands d'art africain parce que ils n'ont pas le même rapport de l'Afrique qu'avec la France parce qu'ils n'ont pas eu de colonie quasiment. Bon, ils ont fait une petite incursion au Cameroun, ils sont repartis. Du coup, eux, ils n'ont pas la même vision sur les Africains que les Français. Et du coup, ils ont une soif de connaissance de la culture africaine. Et là-bas, je fais aussi, j'ai fait pas mal d'expos là-bas. Et ça marchait assez bien, quoi. Il y a un musée des civilisations noires qui vient d'être édifié sur Dakar. Qu'attendez-vous de ce musée? Moi, mon avis, c'est là-dessus, j'espère juste que ça ne va pas être une vitrine pour des gens du système, quoi, on va dire. C'est-à-dire, bon, il y a des artistes du système, il faut le savoir ça aussi. C'est-à-dire, il y a des artistes, les artistes des élites, ça existe, quoi. Voilà. Et j'espère que ça, ce sera vraiment... déjà, l'idée est bonne. L'idée est bonne, il faut que le contenu soit bon aussi. C'est-à-dire qu'on expose les artistes africains qui ont du talent, qui ont un message à faire passer, un message positif qui permet à l'Afrique de s'élever. Parce qu'aujourd'hui, celui qui ne parle pas de ça aux Africains, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes hors jeu, quoi. Voilà. Et un artiste aujourd'hui doit œuvrer avec sa petite pierre, mais doit œuvrer à ce que la conscientisation de la population africaine se fasse et qu'on sorte de la France-Afrique, qu'on sorte du joute des pays occidentaux, sans pour autant être dans la détestation, mais qu'on sorte de cette France-Afrique, de tous ces systèmes asservissants. Et nous, on l'a vécu, nos ancêtres l'ont vécu, nous, on le vit, et il faudra qu'on empêche à nos enfants de vivre cela. Et l'art doit contribuer à ça. Et ce sont ces enfants africains-là que moi, je pense qu'ils font de l'art engagé, de l'art pionnier, de l'art de la renaissance africaine. Voilà, je pense que le meilleur compliment que j'ai eu, je l'ai eu de la part d'un artiste d'ailleurs, qui s'appelle Djewouti Buyong, c'est un Ivoirien, et une fois il m'a dit, en fait Souleymane, à ton échelle, avec ta peinture, tu participes à la renaissance africaine. Parce que tu poses des bases, tu poses des figures, et voilà, on va partir de ces figures-là pour éduquer nos enfants et essayer de nous élever au même niveau que ces personnages-là. Et ça a été quelque chose qui m'avait beaucoup touché, parce que quand je travaillais dans mon intimité et tout ça, le but, c'était ça, avec honnêteté et sincérité, je me suis dit, ces hommes-là, ils méritent que je les peigne. Si Dieu m'a donné ce don-là, comme je disais au début de l'émission, c'est pas un mérite. J'ai rien fait pour. J'ai même fait plus d'études que ça, d'études classiques. Voilà, c'est le bon Dieu qui donne et c'est le bon Dieu qui reprend. Avant qu'il reprenne cela, j'aimerais au moins en faire quelque chose. Voilà, peindre mon personnage illustre, même si à côté je fais autre chose parce que ma panel est assez large, mais ça c'est un devoir, quoi. C'est un devoir et je pense que un Africain aujourd'hui, quel que soit le domaine dans lequel on est, on doit prendre une partie de son temps et le consacrer à la réalisation de l'unité africaine et à la conscientisation des masses africaines.
Voilà, et pas se contenter juste de son petit cocon voilà, professionnel, on est à l'aise, on s'arrête à ça et la vie est terminée, quoi. Voilà, on regarde de temps en temps un match de foot, aller au stade regarder de la lutte, c'est bien tout ça, mais en fait il faut contribuer, il faut créer des associations, il faut former les jeunes, il faut donner de son temps, il faut dans mon domaine, peindre des personnages illustres, les faire connaître, faire du bénévolat de temps en temps pour aider les autres à s'élever. Et tout ça, les enfants de l'Afrique doivent contribuer à ça et qu'on sorte, comment dirais-je, de la parlotte, quoi. Voilà. Votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est l'espoir. J'ai plein d'espoir. J'ai plein d'espoir parce que je vois les jeunes Africains, comment aujourd'hui ils sont conscients. Je le vois pas via les médias classiques, hein, les médias du net souvent, comme vous d'ailleurs, voilà, qui font un excellent boulot, qui vont trouver les gens, les interlocuteurs qu'il faut, c'est-à-dire des gens qui participent en sourdine bien sûr, mais qui participent, qui développent des projets fiables et puis qui nous parle à nous tous, quoi, des choses qui nous touchent, voilà, et ça me donne confiance en l'avenir, et je le vois dans les réseaux sociaux. Il y avait une mobilisation, j'y ai participé, quand on a voulu, par exemple, introduire l'instruction des œuvres de Cheikh Anta Diop à l'éducation nationale. On avait fait une pétition, j'en faisais partie, et d'autres, des jeunes de la diaspora au Canada, des amis du Sénégal qui étaient professeurs, en plus des jeunes professeurs de philosophie, j'en connais, qui étaient dans ce mouvement-là et mobilisés jusqu'à ce qu'à un moment donné, Macky Sall a fait une ouverture, pourquoi pas, justement pour voir si on ne peut pas introduire les enseignements du professeur Cheikh Anta Diop dans les manuels scolaires. Et ça, justement, le changement viendra d'en bas. Le changement ne viendra, il ne faut pas qu'on rêve, il ne faut pas qu'on croie que demain les politiciens qui sont là, ou bien les futurs politiciens qui viendront, vont changer les choses. Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas les moyens de changer les choses. C'est nous qui devons les obliger à changer les choses. Et quand je vois cette bonne graine émerger, partout en Afrique, je ne peux qu'être confiant et avoir de l'espoir. Merci en tout cas de nous avoir accordé cet entretien. C'est moi qui vous remercie. C'était Souleymane Ndiaye, un grand artiste pétri de talent. Bientôt il sera au Sénégal après avoir fait toute l'Europe. Merci bien. Merci à vous. Pour la deuxième partie de cette émission, nous recevons Madame Dalissa Kepmet, auteure du livre de l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora, de la préhistoire à nos jours. Madame, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur de cet ouvrage. Oui. Quelle a été la procédure de production de cet outil pédagogique? Alors, il y a eu plusieurs réflexions. En fait, cet outil est né parce que ma fille me posait des questions en fait sur l'histoire de l'Afrique, des Antilles et de la traite négrière. Donc, en fait, je ne trouvais pas d'ouvrages sur lesquels m'appuyer. Il existe de nombreux ouvrages, mais ils sont soit tournés vers un public entre guillemets érudit ou intellectuel, et ceux qui sont écrits pour les enfants et les adolescents commencent à chaque fois par la traite négrière, ce qui ne permet pas en fait aux enfants d'avoir une continuité historique de leur histoire. Ça veut dire que dans la plupart des livres, ils commencent avec une image d'esclave. Donc moi, l'objectif, c'était de montrer à ma fille qu'avant l'esclavage, il y avait des choses, qu'il y avait les grands empires, qu'il y avait la Nubie, qu'il y avait l'Égypte, qu'il y avait de la préhistoire. Et donc, que l'esclavage était une partie de l'histoire africaine, mais que ce n'était pas toute l'histoire africaine. Donc voilà d'où est partie en fait cette idée d'écriture. Pour la plupart des gens, en fait, ici en France en tout cas, l'histoire de l'Afrique pour eux commence de la colonisation ou de l'esclavage en fait. Tout à fait. Donc dans ce livre, vous l'avez
subdivisé en 4 parties Oui. de l'Afrique préhistorique. Pourquoi de la préhistoire? Justement, simplement parce qu'il faut suivre aussi les enseignements de nos aînés, comme Cheikh Anta Diop. Donc il faut une continuité historique. Donc pour que les enfants n'aient pas en fait de trous, il faut commencer depuis le départ. Donc c'est pour ça que ce livre est divisé en 4 parties: la préhistoire, l'Afrique impériale, le déclin et l'Afrique contemporaine. Voilà. Aujourd'hui, selon vous, pourquoi la France ne consacrerait pas une partie de l'histoire africaine dans le système éducatif? Il y a de nombreuses causes, mais je pense qu'une des causes aussi est que la traite négrière est un sujet entre guillemets sensible pour différentes raisons. Donc la France ne veut pas regarder en fait son passé. Donc la traite négrière est enseignée en France pour la première fois en classe de CM2. D'accord. Et donc cette thèse, la thèse en fait de tous les livres pédagogiques, c'est que les Africains vendaient d'autres Africains contre de la verroterie, et donc les Européens les emmenaient travailler dans ce qu'on appelle le Nouveau Monde. Voilà, donc c'est le début et la fin de l'histoire de l'Afrique pour un enfant afrodescendant qui grandit dans l'espace hexagonal. Est-ce que vous êtes approché aux autorités éducatives pour en parler un peu de ce... Alors, je fais différentes démarches et puis nous attendons en fait les réponses. Mais nous faisons des démarches pour au moins participer à l'écriture de la partie de la traite négrière. Aujourd'hui, vous fêtez l'an 1 de cet ouvrage-là. Oui. Quelles leçons vous en tirez? Alors, en un an, donc j'ai écrit, le premier livre est sorti le 30 avril 2015. Donc pour l'instant, j'ai que des retours positifs par rapport à ce livre, puisque beaucoup de personnes me disent que ça comblait un vide. Et c'est le premier manuel pédagogique en France qui retrace cette histoire. Donc ça n'existait pas avant, donc c'est un outil qui est quand même novateur. On le rappelle, ce livre en fait est accessible à partir de 10 ans. Oui. C'est un outil pédagogique avec beaucoup de repères, des informations et tout. Pourquoi avoir choisi cette catégorie des enfants, des adolescents? Tout simplement parce que c'est eux qui vont construire le monde de demain. Et puis surtout, je ne voulais pas que les enfants, comme ma fille et les autres enfants, découvrent leur histoire à 20, 25 ans, 30 ans. Parce que c'est ce qui arrive la plupart du temps avec notre génération. On découvre ce qu'il y avait avant, à 25, 30 ans. En général, ceux qui découvrent Diop ont une moyenne d'âge de 20 ans. On ne découvre pas Diop avant. Qu'avec ce travail-là, par exemple chez Anta Diop, même s'ils ne connaissent pas toute sa biographie, etc., mais ils savent reconnaître, et ils savent qui c'est dès l'âge de 10 ans. Vous êtes basé sur des documents historiques. Bien sûr. Et des thèses de Cheikh Anta Diop. Ça vous a pris combien de temps tout ça Alors pour produire ces livres? Le premier livre, donc je l'ai produit en 7 ans. À 7 ans. Et oui, j'ai dû avoir 7 ans de recherche, de réflexion, de rédaction, donc ça m'a pris 7 ans. Et il y aura un tome 2? Alors le tome 2, c'est le cahier d'activité qui est sorti aujourd'hui, le 30 avril 2016. Donc c'est un cahier d'activité à partir de 6 ans, qui reprend exactement la même structure que le premier livre, sauf que c'est adapté aux enfants. Donc ça veut dire qu'il y a des coloriages, il y a des mots mêlés, il y a des jeux, il y a différents jeux. Donc c'est beaucoup plus accessible pour les enfants. Et où est-ce qu'on peut trouver ce livre? Alors ce livre, on peut le trouver sur le site www.conscious Education Édition, sur le site de la FNAC, sur le site d'Amazon, à la librairie Taméry et à la librairie Présence Africaine. Merci bien. Merci de nous avoir accordé cet entretien. On est arrivé au terme de cette émission. Vous avez dû entendre pas mal de bruit d'enfants. C'était à l'occasion d'un salon qu'on a aujourd'hui tourné l'émission. On arrive au terme de cette émission. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés. C'était Carrefour des Valeurs sur la chaîne des Valeurs.